Mon mari m'a appelée vieille dégoûtante. Je n'ai pas cru le pourquoi jusqu'à découvrir qu'il... Parfois, les mots les plus cruels cachent les peurs les plus profondes. Voici l'histoire de Marina, qui a découvert que l'amour véritable se déguise parfois de la pire façon possible. Si vous croyez que l'amour peut surmonter tous les obstacles, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire qui touchera votre cœur. Et maintenant, préparez-vous pour un voyage émotionnel qui changera votre perspective sur ce que signifie aimer vraiment. L'appartement au 15e étage du quartier de Boulogne-Billancourt avait une vue privilégiée sur la Seine. Marina Dubois observait les eaux sombres du fleuve en préparant le dîner, les derniers rayons de soleil d'octobre peignant le ciel parisien de tons dorés. À 45 ans, elle gardait la posture élégante qui l'avait toujours caractérisée, même après une journée fatigante au lycée Victor Hugo, où elle enseignait la littérature française depuis plus de 15 ans. Le bruit de la clé dans la serrure la fit sourire. Carlos arrivait ponctuellement à 19h30, comme il le faisait toujours depuis 20 ans de mariage. C'était une routine qu'elle appréciait, cette prévisibilité que beaucoup considéraient ennuyeuse, mais qui pour Marina représentait la solidité d'une vie bien construite. « Bonsoir, chérie », dit-elle sans se retourner, remuant le risotto aux champignons qu'elle savait être le plat préféré de son mari. Le silence qui suivit fut étrange. Marina se retourna et trouva Carlos debout à l'entrée de la cuisine, encore en costume, la cravate desserrée et une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. À 48 ans, il gardait le port imposant qu'il avait conquis à l'université, mais quelque chose dans ses yeux sombres semblait différent. « Comment s'est passée ta journée au bureau ?» demanda-t-elle, tentant de briser la tension qu'elle sentait dans l'air. « Normal », répondit-il sèchement, se dirigeant vers le réfrigérateur. Marina fronça les sourcils. Carlos travaillait comme architecte dans l'un des bureaux les plus renommés de Paris, et partageait habituellement les détails des projets avec enthousiasme. Cette réponse monosyllabique n'était pas typique de lui. « J'ai préparé un risotto aux champignons », dit-elle, essayant de garder un ton décontracté. « Et j'ai acheté ce vin que tu aimes, le Côtes-du-Rhône 2. Pourquoi tu fais toujours de la nourriture si lourde ?» L'interrompit brusquement Carlos. « Tu ne vois pas que je ne suis plus un garçon de 20 ans. » La cuillère en bois s'arrêta au milieu du mouvement. Marina cligna des yeux, confuse. « Excuse-moi ? C'est ton plat préféré, Carlos. Tu dis toujours que... Toujours, toujours. » explosa-t-il, claquant la porte du réfrigérateur avec force. « Tu vis dans le passé, Marina. Tu ne te rends pas compte que les choses changent ? Que les gens changent ?» Son cœur commença à battre plus vite. En 20 ans de mariage, Carlos ne lui avait jamais crié dessus. Des disputes existaient, bien sûr, mais toujours résolues par le dialogue et le respect mutuel. Cela était complètement atypique. « Carlos, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas bien ?» Il se tourna vers elle, et pendant un moment Marina vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant dans les yeux de son mari. Un mélange de colère et de désespoir. « Tu sais ce qui se passe, » dit-il, marchant vers elle. « Tu n'arrives pas à accepter que nous ne soyons plus jeunes. Tu restes là à préparer des dîners comme une femme au foyer des années 50, portant ses vêtements sans grâce, sans prendre soin de toi. » Marina se sentit comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Elle se regarda, elle portait un chemisier bleu clair que Carlos avait complimenté plusieurs fois et une jupe qu'elle considérait élégante. « Je ne comprends pas. Tu ne t'es jamais plaint de mes vêtements. Tu n'as jamais dit que... Parce que j'étais poli. » cria-t-il. « Mais je n'en peux plus de faire semblant. Regarde-toi, Marina. Tu es une vieille dégoûtante qui insiste à vivre un fantasme. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Marina sentit le sang se vider de son visage, les jambes tremblantes, comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Les mots résonnaient dans son esprit, vieille dégoûtante. Venant de l'homme qu'elle aimait depuis plus de 2 décennies, du père de ses 2 enfants, du compagnon qui avait promis de l'aimer dans la santé et la maladie. Carlos sembla réaliser l'impact de ces mots. Pendant un instant, son expression s'adoucit, comme s'il était lui-même choqué par ce qui était sorti de sa bouche. Mais alors, comme s'il se souvenait de quelque chose, son visage se durcit à nouveau. « Je vais dîner dehors, » dit-il froidement, prenant les clés. « Ne m'attends pas. » La porte se ferma, laissant Marina seule dans la cuisine, tenant encore la cuillère en bois, le risotto fumant sur le feu. Lentement, elle éteignit le feu et se dirigea vers le miroir du couloir. Le reflet montrait une femme d'âge moyen, oui,
avec quelques rides autour des yeux, mais encore séduisante. Cheveux châtains bien entretenus, peau qu'elle avait toujours gardée hydratée, un corps qui, bien qu'il ne soit plus celui d'une jeune de 20 ans, était encore élégant et bien proportionné. Était-elle vraiment si différente? Ses mains tremblaient en touchant son propre visage. En 20 ans de mariage, Carlos n'avait jamais, même pas dans les disputes les plus sérieuses, attaqué son apparence ou son âge. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui avait changé? Marina s'assit sur le canapé du salon, les questions martelant dans son esprit. Elle pensa aux derniers mois, Carlos avait été plus distant, oui, oubliait parfois des rendez-vous, semblait préoccupé par quelque chose. Elle avait attribué cela au stress du travail, au défi d'un projet important qu'il avait mentionné. Mais cette cruauté, cette froideur, ce n'était pas le Carlos qu'elle connaissait. Les larmes commencèrent à couler silencieusement sur son visage. Pas seulement à cause de la douleur des mots, mais à cause de la sensation que l'homme qu'elle aimait devenait un étranger. Et le plus effrayant, elle n'avait aucune idée pourquoi. Le téléphone sonna. C'était Camille, sa fille de 18 ans, étudiant à la Sorbonne. « Maman, comment tu vas? Papa avait l'air bizarre quand j'ai parlé avec lui hier. » Marina essuya rapidement ses larmes. « Je vais bien, chérie. Ton père est juste stressé par le travail. » Mais en parlant avec sa fille, Marina prit une décision. Elle devait découvrir ce qui se passait avec Carlos. Parce que l'homme qui avait crié sur elle dans la cuisine n'était pas l'homme qu'elle avait épousé. Et s'il y avait une chose que 20 ans de mariage lui avaient apprise, c'était que derrière tout changement drastique de comportement, il y avait toujours une raison. Une raison qu'elle était déterminée à découvrir. Les jours qui suivirent furent d'une tension silencieuse que Marina n'avait jamais expérimentée dans sa propre maison. Carlos se levait tôt, prenait son petit déjeuner en silence et partait au travail sans les baisers d'adieu qui avaient marqué 2 décennies de routine matinale. Le soir, il arrivait tard, alléguant des projets urgents, et quand il était à la maison, il maintenait une cordialité froide qui faisait plus mal que n'importe quel cri. Marina se retrouva à observer son mari. Comme une détective. Assise dans le lit, feignant de lire pendant qu'il se changeait, elle remarqua des détails qui passaient auparavant inaperçus. Carlos avait perdu du poids, pas beaucoup, mais suffisamment pour que les vêtements soient légèrement lâches. Il y avait aussi une hésitation dans ses mouvements, comme s'il devait réfléchir avant d'exécuter des actions qui avaient toujours été automatiques. Le jeudi, en préparant le petit déjeuner, Marina décida de tester une théorie qui se formait dans son esprit. « Carlos, » dit-elle de manière décontractée, « tu n'as pas oublié qu'aujourd'hui nous avons dîné avec les Moreau, n'est-ce pas? Tu avais confirmé la semaine dernière. » Il s'arrêta de boire son café, un éclair de confusion traversant son visage avant qu'il ne se ressaisisse. « Bien sûr que je n'ai pas oublié, » répondit-il, mais Marina nota l'incertitude dans sa voix. « C'est à 8 heures, n'est-ce pas? » Il n'y avait pas de dîner prévu avec les Moreau. « En fait, c'est à 7h30, mentit-elle doucement. « Oh, le petit marché. »« Ah, oui. 7h30. » Il termina rapidement son café et se leva. « Je dois y aller. Réunion importante aujourd'hui. » Après qu'il soit parti, Marina resta debout dans la cuisine, le cœur accéléré. Carlos avait toujours eu une mémoire exceptionnelle, il se souvenait des anniversaires, des rendez-vous, de conversations détaillées d'années auparavant. Ce lapsus, ajouté à la réaction défensive, confirmait ses soupçons que quelque chose allait très mal. Elle décida d'appeler Sylvie Moreau, une des rares amies avec qui elle gardait un contact régulier depuis l'époque de l'université. « Marina, quelle surprise !» répondit joyeusement Sylvie. « Il y a si longtemps. » Sylvie, puis-je te poser une question étrange? Tu as remarqué quelque chose de différent chez Carlos les dernières fois qu'on s'est vu? Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. Eh bien, maintenant que tu le mentionnes, à l'anniversaire de Pierre, en septembre, il semblait un peu distant? Il a confondu quelques personnes, m'a appelé Christine 2 ou 3 fois. J'ai pensé que c'était juste de la distraction. Tu sais comme les hommes sont dans les fêtes. L'estomac de Marina se serra. Christine était le nom de l'ex-petite amie de Carlos de l'époque de la fac. Autre chose. Il a répété la même histoire sur le projet de la nouvelle bibliothèque 3 fois dans la même soirée. Aux mêmes personnes. Sylvie hésita. Marina, tout va bien. Oui, oui. Merci, Sylvie. Après avoir raccroché,
Marina s'assit à la table de la cuisine et commença à assembler les pièces d'un puzzle qu'elle ne voulait pas monter. Les oublis, la perte de poids, l'irritabilité, les moments de confusion, et surtout, la cruauté disproportionnée de cette nuit-là. Elle décida de faire une investigation plus méthodique. Elle commença par le bureau de Carlos à la maison, une petite pièce où il travaillait habituellement les week-ends. Elle n'avait jamais fouillé ses affaires auparavant, avait toujours respecté son intimité, mais les circonstances exigeaient des mesures exceptionnelles. Les papiers étaient désorganisés, ce qui était déjà étrange, Carlos avait toujours été méticuleux. Elle trouva plusieurs notes avec la même information répétée, comme des rappels écrits plusieurs fois. Réunion avec client à 14 heures, appeler le fournisseur, anniversaire Marina, 15 mai. Son cœur se serra en voyant son propre anniversaire noté plusieurs fois, comme s'il avait peur d'oublier. C'est alors qu'elle trouva, parmi d'autres papiers, une carte de visite froissée. Docteur Philippe Bertrand, neurologue, hôpital Pitié-Salpêtrière. Marina resta à regarder la carte pendant plusieurs minutes, les mains tremblantes. Pourquoi Carlos consulterait-il un neurologue sans le lui dire? En 20 ans de mariage, ils avaient toujours partagé les questions de santé, les préoccupations médicales, tout. Elle prit le téléphone et le cœur battant, appela le cabinet du docteur Bertrand. Cabinet du docteur Bertrand, bonjour. Bonjour, j'aimerais savoir si mon mari, Carlos Dubois, a un rendez-vous prévu avec le docteur. Un moment, s'il vous plaît. Pause. Désolée, madame, mais pour des questions de confidentialité médicale, je ne peux pas fournir d'informations sur les patients. Je suis l'épouse. Je comprends, madame, mais ce sont les règles. Si monsieur Dubois souhaite que vous ayez accès aux informations, il devra l'autoriser par écrit. Marina raccrocha, plus confuse et inquiète qu'avant. Si Carlos consultait un neurologue en secret, la situation était plus sérieuse qu'elle l'imaginait. L'après-midi, elle décida de passer à l'école où Carlos avait étudié l'architecture pour parler avec le professeur Dumont, un ancien mentor qui gardait contact avec eux au fil des années. Si quelqu'un pouvait offrir une perspective externe sur les changements de comportement de Carlos, ce serait lui. Marina, quel plaisir de te voir. Le professeur Dumont, maintenant âgé de 72 ans, mais encore lucide et énergique, l'a reçu dans son bureau. Comment va Carlos? En fait, c'est de ça que je voulais te parler. Tu as remarqué quelque chose de différent chez lui dernièrement? Le professeur fronça les sourcils. Eh bien, il est venu me voir il y a quelques semaines. Il était, comment dire, plus agité que d'habitude. Il a posé des questions étranges sur la retraite précoce, sur comment j'ai géré le déclin, son mot, pas le mien. Quel genre de questions? Il a demandé si je sentais que j'étais devenu un fardeau pour ma famille quand j'ai pris ma retraite. Si ma femme était devenue amère de devoir plus s'occuper de moi. Des choses très spécifiques sur la dépendance et la dignité. Le professeur la regarda avec inquiétude. J'ai pensé que c'était juste une crise de la quarantaine. Tu sais comme les hommes deviennent quand ils font 45, 50 ans. Mais maintenant, voyant ton inquiétude, Marina sentit les pièces du puzzle commencer à s'emboîter, formant une image qu'elle craignait de contempler. Professeur, puis-je te poser une question délicate? Dans ton expérience, qu'est-ce qui pousserait un homme comme Carlos à éloigner volontairement les gens qu'il aime? Le professeur resta silencieux pendant un long moment, étudiant son visage. Marina, dit-il gentiment, parfois, quand nous faisons face à quelque chose que nous considérons insupportable de partager, nous essayons d'épargner les gens que nous aimons de la seule façon que nous connaissons, en les faisant s'éloigner volontairement. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Marina pendant tout le retour à la maison. En marchant dans les rues de Paris, observant les piétons, les lumières qui commençaient à s'allumer, elle commença à comprendre que peut-être la cruauté de Carlos n'était pas à propos d'elle, mais à propos de quelque chose de beaucoup plus grand et plus effrayant qu'une crise conjugale. Quelque chose qu'il affrontait seul et qu'il était prêt à détruire leur mariage pour la protéger. Il y a des moments dans la vie où une seule découverte change tout ce que nous pensions savoir. Pour Marina, ce moment était sur le point d'arriver, apportant avec lui une vérité plus douloureuse que toute cruauté que Carlos aurait pu dire. Le week-end arriva chargé d'une tension presque palpable qui semblait imprégner chaque pièce de l'appartement. Marina observait par la fenêtre de la cuisine les eaux grises de la Seine, qui reflétaient le ciel nuageux d'octobre comme un miroir sombre. L'automne parisien était arrivé avec toute sa force, et les feuilles dorées qui tombaient lentement des arbres du parc de Boulogne semblaient faire écho à la mélancolie qui dominait sa vie ces dernières semaines.
Carlos passa tout le samedi enfermé dans le petit bureau, alléguant avoir un projet urgent à rendre le lundi. Le son constant de l'imprimante fonctionnant et des papiers étant manipulés arrivait jusqu'au salon par intervalles irréguliers, mais Marina remarqua quelque chose d'étrange. Occasionnellement, elle entendait Carlos parler tout seul, comme s'il répétait une présentation. Mais quand elle s'approchait de la porte, le silence revenait immédiatement. Elle feignit de lire dans le salon, une tasse de thé à la camomille refroidissant dans ses mains pendant qu'elle tournait les pages d'un roman d'Amélie Nothomb sans absorber un seul mot. En fait, son esprit était complètement occupé à organiser les pièces du puzzle que la vie de Carlos était devenue. La découverte de la carte du neurologue, les mots du professeur Dumont sur « épargner la famille », les lapsus de mémoire de plus en plus fréquents, tout pointait vers une direction qu'elle craignait de contempler. Le samedi soir, pendant un dîner silencieux où seul le son des couverts contre les assiettes brisait le silence, Marina décida de faire un test subtil. « Carlos, dit-elle de manière décontractée, coupant un morceau de saumon, tu te souviens de quelle année nous avons acheté cet appartement ?» Il s'arrêta de mâcher pendant un moment, une expression de concentration traversant son visage comme s'il accédait à un fichier difficile à trouver. « 2018, répondit-il, mais il y avait une incertitude dans sa voix qui ne passa pas inaperçue. « En fait, c'était en 2015, corrigea doucement Marina. Juste après que Thomas soit entré à l'université. » Carlos devint visiblement mal à l'aise. « Bien sûr. 2015. Je pensais à autre chose. » Mais Marina vit l'éclair de panique dans ses yeux, la même expression qu'une personne a quand elle réalise qu'elle a dit quelque chose de complètement faux en public. C'était l'expression de quelqu'un qui perdait confiance en sa propre mémoire. Le reste du dîner se déroula dans un silence encore plus lourd. Carlos se retira tôt, alléguant la fatigue, mais Marina l'entendit bouger dans le bureau jusqu'à tard dans la nuit. Le dimanche se leva avec une pluie fine qui embuait les fenêtres et créait une atmosphère mélancolique qui reflétait parfaitement l'état d'esprit de Marina. Le son de l'eau battant contre la vitre créait un rythme hypnotique qui l'aidait à organiser ses pensées. Carlos prenait un bain long, une autre habitude qu'il avait développée récemment, comme si l'eau chaude pouvait laver ses préoccupations. Marina savait qu'elle avait une fenêtre d'opportunité et prit une décision qu'elle n'avait jamais pensé prendre en 20 ans de mariage, fouiller systématiquement les affaires personnelles de son mari. Elle commença par sa table de chevet, où il avait toujours gardé des documents importants. Entre de vieux reçus et quelques magazines d'architecture, elle trouva plusieurs notes sur papier, toutes avec la même écriture de Carlos, mais avec une qualité légèrement différente, plus hésitante, comme s'il devait réfléchir avant de former chaque lettre. Les notes étaient fragmentées et répétitives. Réunion client jeudi 14h, réunion client jeudi 14h, client jeudi à 14h, important. Se rappeler, réunion jeudi. Il y avait au moins 5 versions de la même information, comme si Carlos avait peur d'oublier et continuait à réécrire le rappel. Marina sentit son estomac se serrer. Son mari avait toujours eu une mémoire exceptionnelle et n'avait jamais eu besoin de prendre des notes multiples. Elle poursuivit vers le tiroir de sous-vêtements, où beaucoup d'hommes cachaient des documents qu'ils préféraient garder privés. C'est là que sa vie changea pour toujours. Plié soigneusement dans une enveloppe blanche, se trouvait un rapport médical détaillé de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Les mains tremblant violemment, Marina déplia le document et lut les mots qui se graveraient dans sa mémoire pour toujours. Rapport neurologique confidentiel patient. Carlos Miguel Dubois, date de naissance. 15 mars 1977, date de l'examen. 23 juillet 2024, diagnostic principal. Maladie d'Alzheimer à début précoce. Stade initial, observation clinique. Le patient présente un déclin cognitif progressif. Perte de mémoire récente. Désorientation temporelle occasionnelle, changements comportementaux incluant irritabilité et isolement social. Les tests neuropsychologiques confirment un schéma compatible avec une démence de type Alzheimer. Recommandations. Suivi neurologique trimestriel, début immédiat du traitement médicamenteux, donépésil 5 mg, soutien psychologique pour le patient et la famille, planification des soins à long terme, pronostic. Progression attendue de la maladie avec déclin graduel des fonctions cognitives dans les mai 2010 prochaines années. Dr Philippe Bertrand, neurologue, CRM 45 789, le papier glissa de ses mains comme une feuille morte. Marina s'assit lourdement sur le bord du lit, sentant comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Le monde semblait avoir arrêté de tourner, et pendant un moment elle pensa qu'elle allait s'évanouir. Alzheimer. À 48 ans. Les mots résonnaient dans son esprit comme un écho déformé, semblant impossible, irréel, comme s'il faisait partie d'un cauchemar dont elle se réveillerait à tout moment. Mais le papier était là, réel et tangible,
avec le tampon officiel de l'hôpital et la signature du médecin. Avec des mains qui tremblaient incontrôlablement, elle continua à lire. Il y avait plus de documents dans l'enveloppe, une deuxième consultation de suivi, des prescriptions médicales, et un dépliant froissé intitulé « Comment parler à la famille du diagnostic d'Alzheimer », qui était évidemment plié et déplié des dizaines de fois, les bords usés par la manipulation constante. Marina relut chaque document plusieurs fois, chaque mot se gravant dans son esprit comme du fer rouge. Maintenant tout commençait à avoir du sens d'une manière cruelle et dévastatrice qui lui donnait la nausée. Les oublis qu'elle avait attribués au stress, la confusion occasionnelle qu'elle pensait être de la distraction, l'irritabilité qu'elle imaginait être une crise de la quarantaine, la perte de poids qu'elle associait à la pression au travail, tout étaient des symptômes d'une maladie qui volait lentement l'homme qu'elle aimait. Et surtout, la cruauté calculée pour l'éloigner avait finalement du sens. Carlos n'était pas cruel par méchanceté ou parce qu'il avait cessé de l'aimer. Il essayait de la faire le haïr pour que, quand la maladie progresserait et qu'il deviendrait complètement dépendant, elle puisse aller de l'avant, sans culpabilité. C'était une logique perverse et complètement erronée, mais elle pouvait comprendre son raisonnement. Elle connaissait son mari depuis plus de 20 ans, elle savait comme il détestait l'idée d'être dépendant de qui que ce soit, comme il valorisait son autonomie et sa dignité au-dessus de presque tout. Depuis qu'ils se connaissaient à l'université, Carlos avait toujours été le pourvoyeur, le protecteur, le pilier de force de la famille. Pour un homme avec ce profil, la perspective de devenir un fardeau, pour sa femme et ses enfants était littéralement pire que la mort. Le bruit de la douche s'arrêtant la fit réagir rapidement. Avec un soin extrême, elle replia les documents exactement comme elle les avait trouvés et les remit dans l'enveloppe, s'assurant que tout était dans la position originale. Quand Carlos sortit de la salle de bain, serviette bleu marine à la taille et cheveux mouillés encore gouttants, elle feignit d'organiser ses propres tiroirs. « Bonjour », dit-elle, luttant pour garder sa voix normale malgré le tourbillon d'émotions qui menaçait de la submerger. Il grogna une réponse et commença à s'habiller. Marina l'observa discrètement à travers le miroir de l'armoire. Maintenant chaque mouvement de lui prenait une nouvelle signification terrible et touchante à la fois. La façon dont il hésita pendant presque 30 secondes avant de choisir une chemise, comme si la décision était trop complexe. Comment il vérifia 2 fois s'il avait fermé le tiroir, doutant clairement de sa propre mémoire. Comment il sembla momentanément perdu en cherchant sa montre, qui était exactement où il la laissait toujours, sur la table de chevet. « Je vais sortir acheter du pain », dit-elle, désespérée d'avoir de l'air frais et du temps pour traiter la découverte qui avait retourné son monde. « D'accord », répondit-il sans la regarder, concentré à choisir une cravate comme si c'était la décision la plus importante du monde. Marina prit son sac et sortit de l'appartement, mais au lieu d'aller à la boulangerie du coin, elle marcha sans direction dans les rues du 16e arrondissement. L'air froid d'octobre coupait son visage, mais elle ne le sentait même pas. Elle marchait en pilote automatique, les larmes coulant librement pendant qu'elle essayait d'absorber l'ampleur de ce qu'elle avait découvert. Les rues de Paris semblaient différentes maintenant, comme si elle voyait la ville à travers une nouvelle lentille cruelle. Les couples de personnes âgées qui marchaient main dans la main au Trocadéro, qui lui semblaient adorables avant, la faisaient maintenant pleurer encore plus intensément. Était-ce l'avenir que Carlos essayait de leur refuser? La perspective de vieillir ensemble, qu'elle s'occupe de lui quand il en aurait besoin, qu'ils affrontent les défis de la vie comme une équipe? Elle se retrouva assise sur un banc usé du parc de Boulogne, observant les familles profiter du dimanche. Des enfants couraient entre les arbres pendant que leurs parents conversaient, de jeunes couples faisaient des pique-niques sur des couvertures colorées, et des adolescents jouaient au football sur un terrain improvisé. La vie continuait normale pour tous autour, pendant que son monde s'était complètement effondré. Elle sortit son téléphone et, par instinct, appela Camille. « Maman, tu vas bien? Ta voix est bizarre. » Marina ferma les yeux, essayant de contrôler ses larmes. « Je vais bien, chérie. Juste un peu fatiguée. »« Maman, je peux entendre que tu pleures. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est papa? Vous vous êtes encore disputés ?» L'intuition féminine de sa fille avait toujours été trop aiguisée pour son propre bien. Marina ne pouvait pas dire la vérité, Carlos avait le droit de décider quand et comment révéler le diagnostic aux enfants. Mais elle ne pouvait pas non plus mentir complètement. « Nous traversons une période difficile », admit-elle prudemment. « Mais ce sont des choses de couple, chérie. Nous allons résoudre. Tu veux que je vienne? Je peux annuler mes rendez-vous. Non, ce n'est pas nécessaire. En fait, tu peux venir dîner aujourd'hui? Tu me manques. Bien sûr, maman.
Je serai là à 7 heures. Tu es sûr que tu vas bien? Oui. Je t'aime plus que tout. Moi aussi je t'aime. Après avoir raccroché, Marina resta assise sur le banc pendant plus d'une heure, organisant mentalement tous les signes qu'elle avait manqués ou ignorés ces derniers mois. Maintenant qu'elle connaissait la vérité, il devenait criant d'évidence. Carlos avait commencé à faire des listes obsessionnelles pour des tâches simples qu'il exécutait toujours de mémoire. Il avait arrêté de conduire la nuit, alléguant que les lumières des voitures le dérangeaient. Il avait abandonné son hobby de lire des biographies complexes, préférant des magazines d'architecture avec plus d'images et moins de texte. Plus significatif encore, il avait arrêté de faire des plans à long terme. Quand elle mentionnait le voyage en Toscane dont ils avaient toujours rêvé pour la retraite, il changeait de sujet. Quand Thomas demandait de l'aide financière pour acheter un appartement, Carlos disait vaguement qu'il en parlerait plus tard. Et les petites cruautés qu'elle avait attribuées au stress révélaient maintenant leur vraie nature, des tentatives délibérées de créer une distance émotionnelle. Les critiques sur son apparence, les commentaires acides sur ses habitudes, la froideur croissante, tout faisait partie d'un plan désespéré pour la faire s'éloigner volontairement. Marina se souvint d'une conversation qu'ils avaient eue il y a quelques semaines, quand il avait demandé, apparemment de nulle part, « Marina, serais-tu heureuse si tu devais t'occuper de quelqu'un de dépendant pour le reste de ta vie ?» À l'époque, elle avait trouvé la question étrange et avait répondu philosophiquement sur les devoirs familiaux. Maintenant elle réalisait qu'il testait ses réactions, essayant de découvrir comment elle gérerait la perspective de s'occuper de lui. Quand elle revint finalement à la maison, Marina trouva Carlos dans le salon, avec des photographies anciennes étalées sur la table basse dans un arrangement presque révérentiel. C'étaient des photos de moments importants de leur vie, le mariage dans la petite église de Saint-Germain-des-Prés, Thomas faisant ses premiers pas dans le jardin de l'ancien appartement, Camille déguisée en princesse pour son 5e anniversaire, vacances en famille en Normandie, diplôme de Carlos à la faculté d'architecture. Il tenait une photo spécifique, le jour du mariage, où ils apparaissaient jeunes et radieux sur les marches de l'église, elle avec la robe en dentelle de sa grand-mère et lui impeccable dans le smoking loué qu'ils avaient économisé des mois pour payer. « Tu t'apprêtes à jeter les souvenirs ?» demanda-t-elle doucement, essayant de garder sa voix décontractée malgré le nœud dans sa gorge. Carlos leva les yeux, et pendant un moment Marina vit l'homme de toujours vulnérable, sentimental, encore profondément amoureux d'elle après toutes ces années. C'était le regard qu'il avait quand il se réveillait au milieu de la nuit et l'observait dormir, pensant qu'elle ne le savait pas. « Marina » commença-t-il, la voix étranglée par des émotions qu'il luttait pour contrôler. « Oui. » Elle s'assit à côté de lui à la table, prenant délicatement une photo où ils apparaissaient avec les bébés dans les bras. Mais alors, comme si un rideau lourd était tombé sur ses yeux, il se durcit à nouveau, recomposant le masque froid qui était devenu sa protection. « Rien. Je rangeais juste. » Il commença à ramasser les photos précipitamment, comme s'il avait été pris en train de faire quelque chose d'interdit. Marina prit la photo du mariage avant qu'il puisse la ranger. « Tu te souviens quand Thomas a dit ses premiers mots? Tu étais si fière que tu as appelé tous tes amis de la fac. » Carlos arrêta de ramasser les photos, un micro-sourire involontaire apparaissant au coin de sa bouche. « Papa, » dit-il doucement, le mot chargé de tendresse. Son premier mot était « papa ». J'étais convaincue qu'il serait un génie. Et Camille a mis plus de temps à parler, mais quand elle a finalement décidé, c'était avec une phrase complète. « Je veux du chocolat, s'il te plaît, papa. » Toujours poli, notre petite. Cette fois Carlos sourit vraiment, et pendant quelques minutes précieuses ils furent juste un couple revisitant des souvenirs heureux, sans le poids du diagnostic entre eux. Marina sentit un espoir désespéré renaître dans sa poitrine, peut-être y avait-il encore un moyen de briser les barrières que Carlos construisait autour de lui. Quand Camille arriva pour le dîner à 7 heures pile, portant une bouteille de vin et des fleurs pour sa mère comme elle le faisait toujours, Carlos se retira à nouveau, maintenant une politesse distante qui confondit et blessa immédiatement sa fille. Pendant le repas, un coq au vin que Marina avait préparé mécaniquement, l'esprit encore en train de traiter la découverte du matin, Camille essaya plusieurs fois d'engager la conversation avec son père. Elle demanda au sujet du travail, d'un projet qu'il avait mentionné la semaine précédente, des plans pour les vacances de fin d'année. Carlos répondait par monosyllabes ou changeait de sujet, clairement mal à l'aise avec toute conversation qui exigeait une planification future ou une mémoire détaillée. « Papa, tu vas bien ?» demanda finalement Camille directement, l'inquiétude évidente dans sa jeune voix. « Tu sembles différent dernièrement, distant. » Marina vit Carlos se tendre, les muscles de son cou se contractant visiblement.
Je vais très bien, répondit-il sèchement, coupant un morceau de poulet avec plus de force que nécessaire. Juste fatigué du travail. Mais tu as toujours aimé parler de tes projets. Tu te souviens de cet immeuble résidentiel que tu as conçu l'année dernière? Tu as passé des mois à nous raconter chaque détail. Les choses changent, Camille, l'interrompit Carlos, un ton d'irritation entrant dans sa voix. Les gens grandissent, mûrissent, arrêtent de vouloir toujours parler du travail. Marina vit la blessure s'installer dans les yeux de sa fille. Camille avait toujours eu une relation spéciale avec son père, il l'avait encouragée à étudier la littérature, l'emmenait au musée, partageait avec elle son amour pour l'art et l'architecture. Voir cette froideur inexplicable était clairement en train de confondre et blesser la jeune fille. « Désolée si je suis dérangeante, » dit Camille, la voix légèrement tremblante. Le commentaire atteignit Carlos comme un coup de poing. Marina vit la douleur traverser son visage, la lutte interne entre le désir d'embrasser sa fille et la détermination de maintenir la distance. « Tu n'es pas dérangeante, » dit-il plus doucement, mais encore sans la chaleur habituelle. « Je traverse juste quelque chose. » Après que Camille soit partie, clairement blessée et confuse, Marina trouva Carlos dans le salon, regardant par la fenêtre les lumières de la ville qui commençaient à s'allumer dans le crépuscule. « Carlos, » dit-elle, s'approchant de lui avec précaution, comme si elle s'approchait d'un animal blessé, « je t'aime. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu affrontes, je t'aime. » Il se tourna vers elle, et dans ses yeux Marina vit une bataille épique entre le désir désespéré de s'ouvrir et la peur terrible de lui faire encore plus de mal. Pendant un moment, elle pensa qu'il allait s'effondrer, qu'il allait tout raconter, qu'ils affronteraient cela ensemble comme ils avaient toujours affronté les défis de la vie. « Marina, tu ne comprends pas. » commença-t-il, la voix brisée. « Alors explique-moi, » implora-t-elle, faisant un pas plus près. 20 ans, Carlos. 20 ans à tout partager. Pourquoi tu penses que je ne peux pas comprendre maintenant? Elle vit le moment exact où il faillit céder. Ses épaules se courbèrent légèrement, ses mains tremblèrent, et pendant quelques secondes il ressembla à un homme qui se noyait et qui accepterait finalement l'aide. Mais alors quelque chose changea. Il se redressa, le masque froid revenant en place comme une armure. « Il n'y a rien à expliquer, » dit-il, se dirigeant vers la chambre. « Je suis juste fatigué. » Cette nuit-là, allongée à côté de lui écoutant sa respiration irrégulière qui trahissait qu'il ne dormait pas, Marina prit plusieurs décisions qui changeraient le cours de leur vie. Premièrement, elle allait se battre pour le mariage. Peu importe ce que Carlos ferait ou dirait, elle ne l'abandonnerait pas au moment où il avait le plus besoin d'elle, même s'il ne pouvait pas le voir. Deuxièmement, elle allait s'éduquer sur la maladie. Elle lirait tout ce qu'elle pourrait trouver sur l'Alzheimer, contacterait des groupes de soutien, parlerait avec des spécialistes. S'ils allaient affronter cela, elle serait préparée. Troisièmement, elle trouverait un moyen de briser les barrières que Carlos construisait, de lui montrer que l'amour véritable ne fuit pas les difficultés, mais devient plus fort à travers elle. Et quatrièmement, elle lui donnerait le temps nécessaire pour arriver à la conclusion par lui-même que cacher la vérité ne faisait que rendre tout plus difficile pour tous. Elle se tourna dans le lit, observant le profil de son mari dans la pénombre. Même en connaissant la maladie, même en comprenant ce qui l'attendait, Marina sentit une vague d'amour si intense qu'elle faillit la faire pleurer à nouveau. « Je serai là, » murmura-t-elle si bas qu'il ne put l'entendre. « Peu importe combien tu essaies de m'éloigner. Peu importe ce que cette maladie te fera. Je serai là. » À côté d'elle, Carlos continua de faire semblant de dormir, mais une larme solitaire coula silencieusement sur son visage, disparaissant dans l'oreiller comme une promesse brisée. Dehors, Paris continuait de vivre avec ses lumières nocturnes, ses cafés tardifs, ses conversations au coin des rues. Mais à l'intérieur de l'appartement au 15e étage, deux personnes qui s'aimaient profondément étaient prises dans une danse complexe de protection et de déni, chacune essayant de sauver l'autre d'une vérité qu'elles ne pourraient affronter qu'ensemble. Marina ferma les yeux, mais savait que le sommeil ne viendrait pas facilement. Demain commencerait une nouvelle phase de leur vie, une phase où elle lutterait non seulement contre la maladie qui volait son mari, mais contre le mari lui-même, qui croyait à tort que l'éloigner était un acte d'amour. Elle était déterminée à prouver qu'il avait tort. La vérité peut être dévastatrice, mais Marina était sur le point de découvrir que connaître l'ennemi est le premier pas pour le vaincre. La bataille pour les prochaines années de leur vie ne faisait que commencer. Le lundi se leva gris sur Paris, avec une bruine fine qui embuait les fenêtres de l'appartement. Marina avait passé la nuit précédente à planifier soigneusement sa stratégie.
Elle connaissait Carlos mieux que personne, ses vulnérabilités, ses peurs, mais aussi sa profonde capacité d'aimer. S'il essayait de l'éloigner pour la protéger, elle devait montrer que la vraie protection venait de l'union, pas de la séparation. Après que Carlos soit parti au travail, elle fit un appel qu'elle savait crucial. « Docteur Bertrand, je suis Marina Dubois, épouse de Carlos. Je sais que vous ne pouvez pas me donner d'informations sur lui, mais j'ai besoin de comprendre. Quand un patient avec Alzheimer précoce essaie d'éloigner la famille, c'est courant ? » Il y eut une longue pause de l'autre côté de la ligne. « Madame Dubois, je ne peux pas confirmer si votre mari est mon patient, mais je peux vous dire qu'il est très courant que les patients avec ce diagnostic essaient d'épargner la famille de ce qu'ils considèrent comme un fardeau inévitable. C'est une réaction défensive, mais contre-productive. Et comment la famille peut-elle aider ? Avec patience, amour inconditionnel, et surtout, ne pas permettre au patient d'affronter cela seul, même quand il insiste pour le faire. » Après avoir raccroché, Marina prit plusieurs dispositions. D'abord, elle appela l'école et demanda une semaine de congé maladie. Ensuite, elle appela Thomas, son fils de 22 ans qui travaillait à Lyon. « Thomas, j'ai besoin que tu viennes à Paris ce week-end. C'est au sujet de ton père. »« Qu'est-ce qui s'est passé, maman ? Je préfère en parler en personne. Mais amène Sophie aussi, d'accord ? » Ensuite, elle appela Camille. « Chérie, tu peux annuler tes rendez-vous de dimanche ? Nous allons avoir un déjeuner en famille. C'est important. » Pendant la semaine, Marina observa Carlos avec de nouveaux yeux. Maintenant qu'elle comprenait ce qui se passait, elle pouvait voir au-delà de la façade froide qu'il essayait de maintenir. Elle voyait l'homme effrayé derrière la cruauté, le mari aimant essayant désespérément de protéger la famille de la seule façon qu'il pouvait imaginer. Le mercredi, elle décida de faire le premier pas concret. Quand Carlos arriva du travail, il trouva la table mise avec des bougies, le risotto aux champignons, celui-là même qu'il avait rejeté si cruellement la semaine précédente, et une bouteille de leur vin préféré. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il, méfiant. « Un dîner, » répondit-elle simplement. « J'ai eu envie qu'on dîne ensemble. »« Marina, j'ai déjà dit que... » »« Je sais ce que tu as dit, » l'interrompit-elle doucement. « Mais je sais aussi que tu ne le pensais pas vraiment. »« Pas vraiment. » Carlos resta debout à l'entrée de la cuisine, luttant clairement avec lui-même. « Tu ne comprends pas. Je... » « Carlos, » dit-elle, s'approchant de lui, « en 20 ans de mariage, quand est-ce que je ne t'ai pas compris ?» Il la regarda dans les yeux, et elle vit des larmes qu'il luttait pour retenir. « Ce n'est pas une bataille que tu dois affronter seule, » continua-t-elle. « Quoi que ce soit. » Pendant un moment, il sembla sur le point de s'effondrer, de tout raconter. Mais alors il se ressaisit. « Je vais prendre une douche, » dit-il, détournant le regard. Mais pendant le dîner, Marina remarqua de petites fissures dans le mur qu'il avait construit. Il complimenta la nourriture. Il sourit quand elle raconta une histoire drôle sur ses élèves. Il tint sa main pendant quelques secondes quand ils se croisèrent. Le vendredi, elle fit une deuxième tentative. Quand Carlos arriva à la maison, il trouva Marina dans le salon, pleurant en feuilletant un album de photos. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-il, l'inquiétude genuine brisant momentanément sa froideur calculée. « Je me souvenais du jour où nous avons emmené les enfants à Disneyland, » dit-elle, pointant une photo où ils apparaissaient tous les quatre, souriant, Camille sur ses épaules et Thomas tenant sa main. « Tu te souviens comme tu as eu mal au cœur dans les montagnes russes et tu as juré que tu n'y remonterais jamais. » Malgré lui, Carlos sourit. « Et j'ai fini par y remonter 5 fois de plus parce que Thomas insistait. » Et au retour, dans la voiture, tu as dit que ça avait été un des jours les plus heureux de ta vie. Carlos s'assit à côté d'elle, regardant la photo avec une expression douce qu'elle n'avait pas vue depuis des semaines. « C'était vrai, admile. »« Carlos, » dit Marina doucement, « pourquoi tu essaies de jeter tous ces jours heureux ?» Il se tendit à nouveau. « Je ne jette rien. Je suis réaliste. »« Réaliste sur quoi ?» Mais il se leva et alla dans la chambre, la laissant seule avec les photos. Le dimanche arriva, et avec lui, toute la famille réunie. Thomas et sa petite amie Sophie arrivèrent de Lyon le samedi soir, et Camille arriva tôt le dimanche matin. Marina avait préparé le déjeuner français traditionnel qu'il faisait toujours le dimanche, coq au vin, pommes de terre gratinées, une salade simple et la tarte aux pommes que Carlos adorait. Pendant le déjeuner, elle observa son mari interagir avec les enfants. «
Malgré la tension qu'il essayait de maintenir, il était impossible de ne pas remarquer comme ses yeux brillaient quand Thomas parlait de son nouveau projet à Lyon, ou comme il souriait quand Camille parlait de ses études à la Sorbonne. Ce fut Camille qui posa la question directe. « Papa, pourquoi tu es si distant dernièrement? On dirait que tu es en colère contre nous. » Carlos arrêta de mâcher, une expression de douleur traversant son visage. « Je ne suis pas en colère, » répondit-il, mais sa voix faillit légèrement. « Alors pourquoi on a l'impression que tu essaies de t'éloigner de nous ?» demanda Thomas, l'inquiétude évidente dans sa voix. Marina vit le moment exact où Carlos commença à s'effondrer. Ses mains tremblèrent presque imperceptiblement, et il regarda chaque membre de la famille comme s'il leur disait au revoir. « Parfois, dit-il lentement, les gens changent. Et peut-être que c'est mieux pour tout le monde si... »« Si quoi, papa ?» insista Camille. « Si vous ne dépendiez pas tant de moi. » La table devint silencieuse. Marina sentit son cœur se briser en voyant l'homme qu'elle aimait essayer désespérément d'éloigner les enfants qu'il adorait. C'est alors qu'elle prit la décision la plus difficile de sa vie. « Carlos, » dit-elle doucement, « je sais. » Il la regarda, confus. « Tu sais quoi? » À propos du docteur Bertrand. À propos du diagnostic. Le silence qui suivit fut absolu. Carlos devint pâle, ses mains tremblant visiblement maintenant. « Quel diagnostic ?» demanda Thomas, regardant entre ses parents. Marina garda ses yeux fixés sur Carlos. « Tu veux leur dire, ou tu veux que je leur dise ?» Carlos ferma les yeux, vaincu. Quand il les rouvrit, c'étaient les yeux de l'homme qu'elle aimait, vulnérable et effrayé, mais finalement sans masque. « J'ai Alzheimer », murmura-t-il. « Précoce. J'ai été diagnostiqué il y a 3 mois. » L'impact de la révélation frappa Thomas et Camille comme un tsunami. Camille porta sa main à sa bouche, ses yeux se remplissant de larmes, tandis que Thomas resta immobile, traitant l'information. « Mon Dieu, papa, » murmura Camille. « Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Carlos regarda ses propres mains. « Parce que je ne voulais pas que vous voyiez votre père se détériorer. Je ne voulais pas que vos derniers souvenirs de moi soient ceux d'un homme qui n'arrive pas à se souvenir des noms de ses propres enfants. »« Tu penses que ça nous importe ?» demanda Thomas, la voix étranglée. « Tu penses qu'on va t'aimer moins à cause d'une maladie ?»« Je voulais vous protéger, » dit Carlos, les larmes coulant finalement sur son visage. « Je voulais que vous continuiez votre vie sans culpabilité, sans vous sentir obligé de vous occuper d'un père qui va devenir un étranger. » Marina se leva et s'agenouilla à côté de sa chaise. « Carlos, regarde-moi. » Quand il la regarda à contre-cœur dans les yeux, elle continua. « Tu te souviens de ce qu'on a promis à l'hôtel? Dans la santé et la maladie, dans la joie et la tristesse, jusqu'à ce que la mort nous sépare? Mais Marina, tu ne comprends pas. Je vais oublier ton nom. Je vais oublier que je t'aime. Je vais oublier nos enfants, notre vie ensemble. Ça n'a pas d'importance, dit-elle fermement. Parce que je vais me souvenir pour nous deux. Je vais te raconter notre histoire tous les jours s'il le faut. Je vais te montrer les photos, je vais chanter les chansons sur lesquelles nous avons dansé à notre mariage. Je vais cuisiner tes plats préférés même si tu ne te souviens plus que ce sont tes préférés. » Camille se leva et embrassa son père de l'autre côté. « Papa, tu as passé toute ta vie à prendre soin de nous. Maintenant c'est notre tour de prendre soin de toi. » Thomas se joignit à l'étreinte. « Nous sommes une famille. Les familles ne s'abandonnent pas. » Carlos s'effondra complètement, 20 ans de force et de contrôle se dissolvant en larmes de soulagement et de peur. Marina le tint, sentant le poids qu'il avait porté seul pendant 3 mois finalement partagé entre tous. « J'avais tellement peur, » murmura-t-il entre les sanglots. « Tellement peur de devenir un fardeau. »« Tu ne seras jamais un fardeau, » dit Marina, caressant ses cheveux. « Tu es notre amour. Et l'amour n'est pas un fardeau, c'est un privilège. » Dans les semaines qui suivirent, la dynamique de la famille changea complètement, mais pas de la façon que Carlos avait craint. Au lieu de poids et d'obligations, il y eut une nouvelle intimité, une appréciation plus profonde de chaque moment ensemble. Marina rechercha tout sur l'Alzheimer, se connecta avec des groupes de soutien, apprit sur les traitements et les stratégies de soins. Thomas commença à visiter Paris plus fréquemment, et Camille se mit à déjeuner avec ses parents toutes les semaines. Carlos, libéré du fardeau de cacher sa condition, devint paradoxalement plus présent.
Il savait que le temps était limité, alors il investissait intensément dans chaque conversation, chaque étreinte, chaque moment de lucidité. Ils créèrent de nouveaux rituels. Carlos commença à écrire des lettres à Marina et aux enfants, pour être lus dans le futur quand il ne pourrait peut-être plus exprimer ses sentiments. Marina commença à enregistrer leurs conversations, capturant sa voix, ses rires, ses histoires. 6 mois après le diagnostic, par une nuit de printemps particulièrement claire, Carlos et Marina étaient sur la terrasse, observant les lumières de Paris. « Tu regrettes ?» demanda-t-il doucement. « D'avoir découvert ? De ne pas m'avoir laissé t'éloigner ?» Marina prit sa main. Carlos, ces derniers mois, connaissant la vérité, affrontant cela ensemble, ont été parmi les plus intenses et significatifs de notre vie. Si tu avais réussi à m'éloigner, j'aurais perdu cela. Nous aurions perdu cela. Même en sachant ce qui nous attend. Surtout en sachant ce qui nous attend. Elle se tourna pour le regarder dans les yeux. L'amour ne consiste pas à éviter la douleur, Carlos. Il consiste à choisir d'affronter la douleur ensemble, parce que ce que nous partageons est plus grand que toute souffrance individuelle. Carlos sourit un sourire genuin, sans peur, sans masque. Je t'aime, Marina. Et même si un jour j'oublie ton nom, même si je ne sais plus qui tu es, quelque part en moi, cet amour continuera d'exister. Je sais, répondit-elle, l'embrassant doucement. Et je serai là pour te le rappeler tous les jours. Pendant que la ville dormait autour d'eux, Marina et Carlos restèrent enlacés sur la terrasse, ne fuyant pas l'avenir incertain, mais l'affrontant avec la force que seul l'amour véritable peut procurer. L'histoire de Marina et Carlos nous enseigne que parfois, les actions les plus cruelles naissent des peurs les plus profondes. Que l'amour véritable ne consiste pas en la perfection ou la facilité, mais à choisir de rester quand rester est difficile. Carlos a essayé de protéger sa famille en l'éloignant, mais il a découvert que la vraie protection vient de l'union, de la vérité partagée, du courage d'affronter ensemble ce que la vie nous présente. Marina aurait pu accepter l'éloignement, aurait pu interpréter la cruauté de Carlos à sa valeur nominale. Mais elle a choisi d'enquêter, de comprendre, de se battre pour l'amour qu'ils avaient construit ensemble. À la fin, ils ont découvert que l'Alzheimer pouvait voler les souvenirs, mais ne pouvait pas voler l'amour qu'ils choisissaient de vivre intensément chaque jour qui restait. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous croyez que l'amour véritable mérite d'être célébré et protégé, laissez votre like, partagez avec quelqu'un de spécial et dites-nous dans les commentaires, quel a été le moment le plus émouvant de cette histoire pour vous. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui montrent la force extraordinaire de l'amour ordinaire, et activez les notifications pour ne manquer aucune. Jusqu'à la prochaine histoire, souvenez-vous, l'amour véritable ne fuit pas les difficultés, il les transforme en opportunités d'aimer encore plus profondément.